Bonjour à tous, bienvenue au deuxième module de cours d'hydraulique. Dans ce module, nous étudierons l'écoulement dans les tuyaux et les conduites fermées. Dans ce chapitre, nous allons d'abord voir comment appliquer l'équilibre des forces pour un écoulement dans une conduite. Ceci permettra de trouver les liens entre différentes variables de l'écoulement. Lorsqu'un liquide ou un gaz s'écoule le long d'un tuyau, le frottement entre la paroi du tuyau et le liquide ou le gaz provoque une perte de pression ou de charge. Cette perte de pression, ou perte de charge, représente une perte irréversible de l'énergie potentielle du fluide. Le calcul de cette perte de charge est fondamental pour la conception des systèmes de pipeline. Nous apprendrons ensuite à utiliser le diagramme de Modi et l'équation de Colebrook-White pour calculer les pertes majeures d'énergie dans les conduites. Enfin, nous parlerons des pertes de charge mineures provoquées par certains composants tels que les vannes, les raccords, les coudes et les T. L'écoulement de l'eau, du pétrole et du gaz dans les conduites est très important dans la pratique du génie civil. L'eau est acheminée depuis sa source jusqu'aux usines de traitement de l'eau, généralement dans des conduites sous pression. Une fois rendue à l'usine de traitement, l'eau entre dans le système de distribution pour arriver jusqu'au consommateur. Le drainage et l'assainissement des eaux de surface sont acheminés par des conduites fermées, fonctionnant généralement à surface libre. Cette eau est acheminée jusqu'aux stations d'épuration, d'où elle est généralement rejetée dans une rivière ou la mer à proximité après traitement. Pour la ville de Regina, par exemple, plus de 3000 km de conduites sont utilisées pour répondre aux besoins en eau des résidents et plus de 900 km de canalisations sont installés pour collecter et transférer les eaux usées vers la station d'épuration. À Montréal, il y a plus de 5000 km de conduites et plus de 3000 km pour l'Ottawa. Quand on connaît le coût et les frais de maintenance, cela vous montre bien l'importance des conduites dans nos infrastructures urbaines. Voici une vidéo qui vous montre la construction d'un pipeline et son entretien. Il convient de noter que les pipelines sont un élément essentiel à l'industrie canadienne du pétrole et du gaz naturel. C'est le moyen le plus sûr et le plus efficace de transporter de gros volumes de pétrole et de gaz naturel des zones de production jusqu'aux raffineries, aux usines et même vers nos maisons et entreprises. On trouve plus de 840 000 km de pipelines à travers le Canada et ils sont tous réglementés. Le réseau de pipelines du Canada est composé de 4 principaux types de pipelines qui les collectent, transportent et livrent de l'énergie aux Canadiens et au marché d'exportation des États-Unis. Notre objectif principal est de faire la conception d'un système de conduite. Nous allons démontrer comment calculer le débit pour une conduite pleine et partiellement pleine, déterminer le diamètre adéquat pour une conduite selon le débit et les pertes de charge, calculer les pertes de pression dans une conduite et enfin, calculer les pertes de charge mineures dans les coudes, les valves, etc. Les infrastructures urbaines d'approvisionnement en eau comprennent plusieurs catégories d'éléments, les dérivations et les prises d'eau de surface, les pompes, les aménagements de traitement et de stockage, les conduites et canaux de transmission et les éléments du réseau de distribution. Et enfin, les sources d'eau qui peuvent être des rivières, des puits, des réservoirs, de l'eau de mer et des eaux souterraines. On rencontre deux comportements de flux dans les conduites et canaux de transmission. On a les conduites pressurisées qui transportent l'eau au consommateur et les conduites partiellement pleines pour le drainage de l'eau de surface et les eaux usées. On trouve aussi des conduites intermédiaires pour transférer l'eau d'un réservoir à un autre. Regardons cette vidéo pour mieux visualiser les différents éléments de l'équation de Bernoulli et voir l'importance de la perte de pression dans l'application de l'énergie de Bernoulli ou de l'équation dans les conduites. L'eau qui s'écoule dans un tuyau a des pertes de charge dues au frottement. Reynolds a découvert que pour un écoulement laminaire, la perte de charge par frottement dans un tuyau était proportionnelle à la vitesse et que pour un écoulement turbulent,
La perte de charge était proportionnelle au carré de la vitesse. La turbulence dans un écoulement signifie qu'on rencontre beaucoup de tourbillons. Ceux-ci contiennent de l'énergie cinétique, mais qui n'est pas vraiment responsable du transport. C'est comme si, en aval, cette énergie ne trouvait pas son chemin. Elle est donc presque techniquement perdue. En plus de la perte de charge due au frottement interne, provoqué par la viscosité du fluide, il y a donc une perte de charge supplémentaire due à la turbulence. La perte de charge est donc plus importante en écoulement turbulent qu'en écoulement laminaire. Dans les prochaines diapositives, nous allons voir comment il est possible de calculer la perte de charge pour un écoulement laminaire et turbulent. Comme nous en avons déjà discuté, un écoulement laminaire est caractérisé par des particules de fluide qui suivent des trajectoires lisses en couches. Chaque couche se déplace en douceur par rapport aux couches adjacentes avec peu ou pas de mélange. Ainsi, toutes les pertes d'énergie sont dues au cisaillement entre les couches adjacentes du fluide. Il y a donc une conversion de l'énergie cinétique en énergie thermique par cette interaction moléculaire. L'équation de Hagen-Poiseuille décrit le profil de vitesse parabolique des écoulements laminaires en tuyaux de fluide newtonien incompressible. Pour un écoulement laminaire dans une conduite horizontale, la perte de charge est donnée par l'équation A. Comme vous pouvez le voir dans cette équation, Hg est proportionnel à la vitesse. Par conséquent, la perte de charge reliée au cisaillement pour un écoulement laminaire peut être calculée en fonction de la vitesse. Il est évident qu'en divisant la perte de charge par ρg, on peut calculer la perte de pression. Voici l'équation du profil de vitesse. C'est l'équation C. Le signe négatif indique que la pression diminue dans le sens de l'écoulement. Pour cela, UR est plus grand que 0 et ΔP est plus petit que 0. Voyons un exemple ensemble de perte de charge en écoulement laminaire. On commence par souligner les informations importantes. Ici, premièrement, nous devons calculer le nombre de Reynolds pour vérifier que l'écoulement est bien laminaire, c'est-à-dire que le Reynolds est inférieur à 2000. On utilise l'équation ΔP égale moins ρGHF, soit moins 33,18 kN par mètre carré, pour trouver la chute de pression. Pour trouver les vitesses, on utilise l'équation A. La vitesse maximale Umax se produit à l'axe du tuyau, c'est-à-dire lorsque R égale 0. On trouve un Vmax de 0,6 m par seconde. Pour trouver la vitesse à 5 mm de la paroi du tuyau, nous devons mettre la valeur de R égale 0,0075 m dans l'équation. VR est donc de 0,384 m par seconde. Voyons un deuxième exemple. Ici, nous devons trouver le débit. L'écoulement est laminaire. On peut donc utiliser l'équation A. Et donc, V est donné par l'équation B. Pour calculer la perte de charge HF, on peut appliquer l'équation de Bernoulli entre les points 1 et 2. Enfin, voyons un dernier exemple. Nous allons commencer par extraire les informations importantes. Ici, le flux va dans le sens de la chute du HGL. Par conséquent, on doit calculer la hauteur de la ligne de pente hydraulique à chaque section avec les équations 1 et 2. De cette manière, on trouve un HGL1 et un HGL2. Le HGL est inférieur à la section 2. Le flux augmente donc de 1 à 2 comme il était supposé dans l'énoncé. Le calcul de la perte de charge représente la variation de HGL et vaut donc HF égale HGL1 moins HGL2 et vaut donc 4,9 m. Ici,
La perte est presque la moitié de la longueur du tuyau. Cela représente une perte de charge assez importante. Nous pouvons calculer V et Q à partir des différentes formules de flux laminaire, qui est l'équation 4 et 5. On trouve un HF de 4,9 et donc un V de 2,7 mètres par seconde. Et ensuite, en appliquant l'équation du débit, on trouve un débit de 0,0076 mètres cubes par seconde. Ici, avec V connu, le nombre de Reynolds est de 810. C'est bien en dessous de la valeur limite. Nous sommes donc bien en écoulement laminaire. L'écoulement turbulent crée des tourbillons provoquant une perte de pression supplémentaire, en plus de la perte de pression due au frottement interne causé par la viscosité du fluide. L'analyse dimensionnelle de l'écoulement dans un tuyau est la manière la plus pratique pour considérer un écoulement turbulent. On peut écrire la chute de pression ΔP avec l'équation A pour un écoulement turbulent constant et incompressible dans un tuyau rond horizontal de diamètre D. Il est évident que le ΔP doit être une fonction de V, de D et de L. L'équation dépend aussi des propriétés du fluide, telles que mu et ρ. En utilisant la théorie de l'analyse dimensionnelle, la chute de pression peut être écrite sous une forme sans dimension. C'est l'équation B. La représentation fonctionnelle peut être simplifiée si on émet l'hypothèse raisonnable que la chute de pression est proportionnelle à la longueur du tuyau. Cette hypothèse est logique et basée sur des expériences. On trouve donc l'équation C. On sait que le nombre de Reynolds égale ρVD sur mu. L'équation précédente peut être simplifiée par l'équation D. On nomme le terme phi, RE sur epsilon divisé par D fois F. On a donc l'équation E. Pour l'équation de Bernoulli, nous nous intéressons à la perte de charge. Ainsi, on va diviser l'équation E par ρg. De cette manière, on arrive à l'équation F. ΔP divisé par ρg représente la perte de charge, ou HF. L'équation G, c'est l'équation de Darcy-Weisbach. Le HF est donc donné par l'équation de Darcy-Weisbach. Néanmoins, il n'est pas facile de déterminer la dépendance fonctionnelle du facteur de frottement sur le nombre de Reynolds et la rugosité relative. Une grande partie de ces informations est le résultat d'expériences menées par Nikuratz et bonifiées par de nombreux autres chercheurs. Nikuratz a apporté une contribution majeure à la théorie de l'écoulement des tuyaux en différenciant les turbulences lisses et rugueuses dans les tuyaux. Nikuratz a effectué plusieurs expériences afin de calculer F en fonction du nombre de Reynolds et du coefficient de rugosité Ks. Il a défini la rugosité relative Ks sur D comme le rapport de la taille des grains de sable au diamètre du tuyau. Il a identifié le régime en écoulement laminaire comme la région où la rugosité relative n'a pas d'influence sur le coefficient de friction. Ceci a été assumé en dérivant l'équation de Hagen-Poiseuille. En l'égalisant avec l'équation de Darcy-Weisbach, on obtient l'équation 1. L'équation de Darcy-Weisbach peut donc être aussi utilisée pour un écoulement laminaire. D'autres régimes ont été observés. On rencontre un régime de transition entre l'écoulement laminaire et turbulent, se situant entre un nombre de Reynolds compris entre 2000 et 4000. On trouve aussi un régime de turbulence 12. Il s'agit de la ligne limite entre régime laminaire et turbulent, lorsque le Reynolds diminue. Ainsi, les données convergent pour toutes les valeurs de rugosité. L'écoulement dans les conduites ne se trouve pas normalement en régime transitoire.
On rencontre aussi un régime de turbulence transitoire qui représente la région où L varie en fonction du nombre de Reynolds et de la rugosité relative Ks sur D. En pratique, la plupart des écoulements dans les conduites se trouvent dans cette région. Et enfin, une condition de turbulence rugueuse dans laquelle F reste constant pour un Ks sur D donné. Et donc, nous sommes indépendants du nombre de Reynolds. Cette figure résume l'ensemble des résultats de Nikuras. Il a tracé ces résultats sous forme dy logarithmique de f en fonction du logarithme de Reynolds pour chaque valeur de Ks sur D. On voit que dans un écoulement complètement turbulent, la viscosité n'affecte pas la dissipation d'énergie. Ainsi, seule la rugosité est importante. Les résultats expérimentaux de Nikuras, et en particulier ses mesures de distribution de vitesse, ont été utilisés par von Karman et Prandtl pour compléter leurs propres travaux sur les couches limites turbulentes. Colebrook et White ont apporté deux contributions majeures pour calculer le frottement dans les tuyaux. En premier, ils ont proposé l'équation 1 pour estimer le facteur de frottement. Colebrook a ensuite déterminé la taille de la rugosité effective de nombreux tuyaux commerciaux et les a colligés dans des ouvrages de référence. L'approximation Colebrook-White peut être utilisée de manière itérative pour résoudre le facteur de friction de Darcy. Il faut d'abord fixer une valeur de départ pour F sur le côté droit de l'équation de Colebrook-White. On résout ensuite le facteur de friction sur le côté gauche. On répète ce processus jusqu'à ce que les valeurs supposées et calculées convergent. Cela peut paraître un peu compliqué, mais c'est tout à fait faisable. Une chance pour nous, on peut écrire un code dans Excel ou MATLAB pour résoudre cette équation. Il existe aussi de nombreuses calculatrices en ligne pour effectuer ce processus d'essai et d'erreur. Le chercheur Moody a traduit l'équation de Colebrook-White sous forme de graphique. On peut trouver L à partir du diagramme de Moody pour un certain Reynolds et epsilon sur D. Pour rappel, epsilon est la rugosité de la paroi de la conduite et D le diamètre de la conduite. Sur cette figure, on peut voir le diagramme de Moody. On a sur l'axe des X le nombre de Reynolds et à droite le epsilon sur D. À partir de ça, on peut trouver le F en regardant la partie gauche du graphique. On voit aussi qu'il existe différentes régions dans le graphique. Pour un écoulement laminaire, on a F égale 64 divisé par le nombre de Reynolds. L'écoulement est indépendant de la rugosité relative, c'est le point 1. Pour les écoulements turbulents avec de très grands nombres de Reynolds, c'est le point 3. Pour les écoulements avec des valeurs modérées de Reynolds, le facteur de frottement dépend à la fois du nombre de Reynolds et de la rugosité relative. La distance, appelée le gap, pour laquelle aucune valeur de f n'est donnée sur la figure, soit la gamme comprise entre 2000 et 4000 du nombre de Reynolds, résulte du fait que l'écoulement dans cette gamme de transition peut être laminaire ou turbulent, ou un mélange instable des deux. La Hydraulic Research Station a publié des graphiques pour la conception hydraulique de canaux et tuyaux. Dans leur publication, les trois variables d'ingénierie dépendantes, Q, D et SF, sont présentées sous forme d'une série de graphiques pour différentes valeurs de rugosité. Voyons un exemple de diagramme et son utilisation. Faisons un exercice ensemble pour apprendre à bien utiliser le diagramme. On vous donne les données suivantes et on doit calculer le D. Pour cela, il suffit de suivre le tracé proposé selon nos informations. On trouve donc un D de 0,43 m approximativement. Passons maintenant au système de conduite. Dans ces systèmes, on rencontre 6 variables. L, qui est la longueur du tuyau, epsilon, qui est la rugosité de la paroi, nu, qui est la viscosité cinématique du fluide, D, le diamètre du tuyau,
Q, le débit volumique, et enfin HF, qui est la perte de charge due au frottement. Parmi ces variables, L, nu et epsilon sont généralement connues. Dans un problème hydraulique, théorique ou pratique, la longueur de la conduite L, la rugosité epsilon et nu sont habituellement données. Notez que la vitesse et le débit sont liés par l'équation de Q égale V fois A. Enfin, parfois le débit est connu selon les besoins. La majorité du temps, une de ces trois variables est inconnue. On a soit le débit ou la vitesse, et donc HF et D sont connus. On a soit le diamètre qui est inconnu, et donc HF et Q sont connus, ou alors on a la perte de charge HF qui est inconnue, et donc le débit et le D sont connus. Voyons un exemple ensemble. Comme toujours, soulignons les données pertinentes. Ici, il faut déterminer le HF. Nous allons utiliser l'équation de Darcy. Attention ici, la valeur du L est donnée en miles. Il faut la convertir en pieds. Le coefficient de transformation du miles en pieds est de 5280, donc le pied. La vitesse peut être calculée en utilisant l'équation de la quantité. En ayant un epsilon sur D et le nombre de Reynolds, nous sommes capables de calculer le coefficient F grâce au diagramme de Moody. Cela nous donne une valeur de 0,0128 pour F. Maintenant, nous pouvons mettre toutes ces variables dans l'équation de Darcy pour calculer le HF. Prenons un deuxième exemple. On commence par identifier les données importantes. Ici, on cherche le D. Nous allons aussi utiliser l'équation de Darcy. Remplaçons les informations disponibles dans l'équation. La vitesse peut être calculée avec V égale Q sur D, car la valeur de D est inconnue, ce qui nous donne V égale 0,4456 divisé par D au carré. Les valeurs de L, HF sont données dans le problème. Donc, en remplaçant toutes ces variables et la vitesse dans l'équation de Darcy, on obtient 20 égale F fois 1,52 divisé par D exposé en 5. Comme vous pouvez le voir, nous avons deux paramètres inconnus dans cette équation, F et D. Nous devons donc faire des essais et des erreurs. Ici, il y a deux possibilités. Soit on sélectionne une valeur pour D, on fait le calcul et on vérifie les résultats jusqu'à ce que ça converge. Soit on considère le fluide entièrement turbulent. À ce moment-là, la valeur de Reynolds est indépendante et avec epsilon sur D, on peut calculer le F. Dans ce cas, F vaut 0,008. On peut alors calculer le D. Si on le met dans l'équation 1, on peut trouver le F. Et ensuite, grâce au calcul du Reynolds, on trouve le F. Dans la diapositive précédente, le F était de 0,0159. En utilisant les équations 1 et 2, nous sommes en mesure de répéter ce processus. On trouve un F, on a donc le D, et on peut trouver le V. Grâce à la vitesse, nous calculons le nombre de Reynolds et le F. Avec le nouveau F, qui est de 0,018, nous calculons D et V. Si nous le vérifions, le nouveau F est de 0,018, ce qui signifie que la convergence a été atteinte. On obtient donc un D final de 0,267. Voyons un troisième exemple de protection contre les incendies. Soulignons les données importantes. Ici, on recherche le débit. En écrivant l'équation de Bernoulli entre la section 1 et 2 et en simplifiant les termes nuls, on obtient l'équation 1. Ici, il faut faire attention pour le L car la longueur de la conduite est en réalité de 600 plus 80. Même si pour la conduite verticale, la longueur est un peu inférieure à 80 mètres. Mettons maintenant toutes les informations dans l'équation. Comme vous pouvez le voir, dans l'équation 2,
il y a deux inconnus, le F et le V. Encore une fois, nous allons considérer l'écoulement en pleine turbulence. Utilisons le diagramme de Moody pour estimer F. Si on utilise un F égale 0,03 et l'équation 1, on trouve une vitesse de V égale 9,17. Ensuite, il faut recalculer le F avec la vitesse trouvée. Si on obtient la même valeur, la convergence est atteinte. Comme vous pouvez le voir, la vitesse est de 9,61, nous donnera un Reynolds égal à 2,53 fois 10 exposé en 5, avec un epsilon sur d de 0,005. La valeur de F est ici de 0,03. C'est la valeur F finale. Maintenant, en utilisant l'équation de la quantité, nous pouvons calculer le débit. Comme le problème demandait le débit en gallons par minute, nous devons convertir les unités. Dans plusieurs problèmes, le HF et le débit sont inconnus. Ils doivent être déterminés avec l'équation de l'énergie. Comme le HF dépend de F, qui dépend du nombre de Reynolds, le nombre de Reynolds est aussi une inconnue. Pour cette situation, la seule façon de trouver est une solution itérative. Pour les écoulements turbulents avec un nombre très grand de Reynolds, F vaut phi sur epsilon divisé par d. F est donc indépendant du nombre de Reynolds. La procédure pour résoudre ce genre de problème est d'assumer que l'écoulement est turbulent et de trouver un F avec le diagramme de Moody en utilisant epsilon sur d. On peut également calculer le L directement en utilisant l'équation de Colebrook-White qui est donnée ici. Voici les étapes de résolution de problème. Avec Colebrook-White, on peut utiliser ces équations. Prenons un exemple pour mieux comprendre son utilisation. On commence par souligner les données importantes. Avec la valeur de epsilon sur d égale à 0,0001 et en considérant un écoulement entièrement turbulent, nous pouvons estimer F. Dans la deuxième étape, on calcule la perte de charge totale, soit 150. Maintenant, on peut utiliser l'équation de Darcy car la seule inconnue est la vitesse. On obtient une vitesse de 2,71 mètres par seconde. On doit vérifier l'hypothèse d'un écoulement totalement turbulent. On calcule le nombre de Reynolds pour une vitesse de 2,71. Ensuite, on utilise le nombre de Reynolds et l'epsilon sur d avec le diagramme de Moody pour trouver la vitesse, soit 2,52. Avec cette nouvelle vitesse, on trouve un F de 0,0139. Cela converge, on peut donc calculer le débit. Voyons un cinquième exemple. Prenons les données importantes. Ici, on cherche le débit. Première étape, trouver le F à partir du diagramme de Moody pour un écoulement entièrement turbulent. Comme vous voyez sur le graphique, on trouve un F de 0,0137. Ensuite, on calcule la vitesse en utilisant l'équation de Darcy, ce qui nous donne une vitesse de 2,931 mètres par seconde. Maintenant, il faut vérifier l'hypothèse de départ, à savoir un écoulement entièrement turbulent. En utilisant le nombre de Reynolds avec cette vitesse et le epsilon sur d, on trouve le F. Vous pouvez trouver plusieurs diagrammes de Moody en ligne. Comme la valeur de la vitesse est proche de la précédente, nous l'acceptons. Et enfin, avec cette vitesse, on peut calculer le débit. Regardons maintenant comment faire en utilisant l'équation de White-Colebrook. En supposant l'écoulement qui est entièrement turbulent, la valeur de F peut être calculée à partir de l'équation, ce qui nous donne un F de 0,0137. En deuxième étape, on utilise l'équation de Darcy pour calculer le V.
À partir de là, on peut trouver le F. Ici aussi, on a besoin d'essais et d'erreurs pour calculer le F. On peut utiliser la calculatrice en ligne pour faire ce processus. On trouve ici un F de 0,0139. C'est proche, donc on l'accepte. Ensuite, on utilise cette vitesse pour calculer le débit. Plusieurs scientifiques ont essayé de proposer différentes techniques simplifiées pour avoir la meilleure estimation des paramètres F. Si vous êtes intéressé par ce cheminement, vous pouvez lire cet article pour obtenir plus de détails. Détaillons l'équation de Barre. Son approximation a été proposée en 1981 et ne nécessite pas de calcul itératif. Elle nous permet de trouver le L. Cette formule peut être utilisée afin de calculer l'estimation initiale. On l'utilise ensuite dans l'équation de Colebrook-White. Voyons un exemple ensemble. Comme on le voit ici, il est possible d'obtenir le F avec l'équation de Barre. Passons maintenant aux pertes de charge locales mineures. Pour tout système de conduite, en plus de la perte par frottement de type Moody, dépendant de la longueur de la conduite, il existe des pertes supplémentaires, dites mineures ou pertes locales. Celles-ci sont dues notamment à des entrées ou des sorties de tuyaux, des expansions ou contractions soudaines, des coudes, des déviations, des T et autres raccords, des vannes ouvertes ou partiellement fermées, et des expansions ou contractions graduelles. Quelquefois, ces pertes ne sont pas si petites que ça. Une vanne partiellement fermée peut provoquer une chute de pression plus importante qu'un long tuyau. Des pertes de charge locales subviennent dans des valves, des coudes, des contractions, expansions, jonctions, etc. Si on a su mettre en régime turbulent, la perte mineure mesurée est généralement donnée sous la forme d'un rapport de la charge de vitesse. On peut donc écrire les pertes de charge sous la forme générale de HL égale KL fois V au carré divisé par 2G. HL représente les pertes de charge locales et KL est un coefficient pour les différents cas. Des tableaux avec les valeurs de KL sont disponibles. Nous passerons en revue certains d'entre eux dans les diapositives suivantes. 3 géométries d'entrée de base sont présentées dans cette diapositive. Si on regarde la figure, il est clair que le coefficient de perte est réduit de manière significative lorsque l'entrée est arrondie, même légèrement. Le KL est plus grand pour une entrée brusque que pour une entrée arrondie, dite progressive. La perte de charge à l'entrée d'une canalisation dépend de sa géométrie. Elle est presque négligeable pour les entrées bien arrondies. On a par exemple un KL de 0,03 pour un R sur D supérieur à 0,2, mais augmente à environ 0,5 pour des entrées brusques, c'est-à-dire qu'une entrée à arête vive entraîne la perte de la moitié de la charge dynamique lorsque le fluide pénètre dans le tuyau. En effet, le fluide ne peut pas effectuer facilement de virages serrés à 90 degrés, en particulier à des vitesses élevées. Le flux va se séparer au coin et se resserrer dans la région de la veine contractée formée dans la section médiane du tuyau. Par conséquent, une entrée à arête vive agit comme une restriction d'écoulement. La vitesse augmente dans la région de la veine contractée, donc la pression diminue, en raison de la section d'écoulement efficace réduite. Puis, cela diminue à mesure que le débit remplit toute la section transversale du tuyau. Les coefficients de perte mineure pour les dilatations et contractions soudaines dans les conduites circulaires sont donnés sur cette figure. Notez que les deux coefficients de perte dépendent des valeurs de petit d et grand D. Juste à titre d'exemple, calculons le KL pour une extension.
On va utiliser l'équation du moment entre 1' et 2 et assumer que les pressions aux sections 1 et 1' sont égales, car la pression ne peut changer instantanément. On sait que Q égale A2 fois V2. Donc, en divisant l'équation par ρg, on obtient l'équation 1. On utilise ensuite l'équation de l'énergie entre le point 1 et 2. Et enfin, à partir de l'équation de continuité, on trouve le KL. La perte de charge à un écoulement d'un coude est plus importante que pour une section droite de longueur égale. La perte supplémentaire est due au flux secondaire. Les pertes pour l'écoulement à travers les vannes et les raccords sont également exprimées en termes de coefficient de perte. Vous pouvez voir ici quelques valeurs représentatives sur cette diapositive. La résistance pour les vannes complètement ouvertes est faible, mais les pertes augmentent nettement lorsque les vannes sont partiellement ouvertes. La conception des vannes varie considérablement d'un fabricant à l'autre. Dans la mesure du possible, les coefficients de perte fournis par le fournisseur doivent être utilisés si des résultats précis sont nécessaires. Comme vous pouvez le voir, le KL est complètement lié au type de valve et à la situation d'ouverture. Par exemple, pour un robinet à soupape entièrement ouvert, ce coefficient est de 10, tandis que pour un robinet vanne, gate valve, entièrement ouvert, cette valeur est de 0,2. Lorsqu'un robinet vanne est complètement ouvert, l'écoulement peut continuer son chemin avec un changement minimum dans la ligne de courant, tandis que dans le robinet à soupape, même pour un état complètement ouvert, nous avons un changement considérable dans les lignes de courant. Des pertes causées par le changement de surface peuvent être réduites en installant une expansion ou une contraction progressive entre les deux sections de tuyau droit. Voici l'équation de perte de charge totale. Pour de courtes conduites, les pertes de charge locales sont importantes, mais pour les conduites très longues, les pertes de charge locales peuvent être ignorées par rapport à HF. Voyons un exemple ensemble. Ici, on cherche le débit. Avant d'utiliser les équations fondamentales pour résoudre le problème, vérifions les éventuelles petites pertes entre les points 1 et 2. Nous avons 5 composants dans le système qui produisent des pertes mineures. Nous avons l'entrée, le coude de 190 degrés, le coude de 90 degrés, la vanne à soupape et la sortie. Comme toutes les sections ont le même diamètre, nous pouvons calculer la valeur totale du KL pour le système. On utilise l'équation de Bernoulli entre la section 1, soit la surface libre du liquide dans le réservoir, et la section 2, c'est-à-dire la surface libre de sortie. Comme toute la tuyauterie a le même diamètre, U2 égale V. On peut simplifier l'équation de l'énergie et en remplaçant ces valeurs dans l'équation. Étant donné que V et F sont inconnus, une solution par essai et erreur est requise. Premièrement, supposons que l'écoulement est entièrement turbulent. Avec un epsilon sur D de 0,0011, on trouve un F de 0,02 dans le cas entièrement turbulent. Maintenant, en utilisant l'équation 1 qui montre la relation entre F et V, nous sommes capables de calculer V et de modifier la valeur de F. Il suffit ensuite de répéter le processus pour atteindre deux valeurs proches pour F. Ici, après 2 essais et erreurs, les F sont proches. On peut considérer la vitesse comme étant de 7,18. Ensuite, en utilisant l'équation de continuité, nous pouvons trouver le débit du système. Prenons un deuxième exemple. En utilisant l'équation d'énergie entre les points 1 et 2 et en simplifiant, nous pouvons obtenir l'équation 1. Il est à noter que le L est de 30 plus 12 plus 60,
est égal à 102 mètres, que le diamètre du tuyau reste le même dans tout le système et que la vitesse dans tout le système est v. Comme l'exemple précédent, l'équation 1 relie F à V. En faisant des essais et des erreurs, il est possible de trouver la valeur de F et V qui satisferont à l'équation. On obtient une vitesse de 2,6. Comme elle est très proche de la valeur précédente, nous l'acceptons dans l'équation 1. On calcule ensuite le débit avec l'équation de continuité. Voyons un troisième exemple. On extrait les données utiles et on applique l'équation d'énergie entre la section 1 et 2 pour trouver le delta Z. Et enfin, pour terminer ce module, voyons un dernier exemple plus complexe, le cas d'une douche et d'un WC. Nous allons souligner les données importantes. Ici, il y en a beaucoup. Il s'agit ici d'un problème de second type car il implique la détermination du débit pour un diamètre de conduite et une perte de charge spécifiée. La solution implique une approche itérative puisque le débit, et donc la vitesse d'écoulement, n'est pas connu. Le système de tuyauterie de la douche comprend à lui seul 11 mètres de tuyauterie, un T avec un débit en ligne, un KL de 0,9, deux coudes standards avec un KL de 0,9 chacun, un robinet à soupape entièrement ouvert avec un KL de 10 et un pommeau de douche avec un KL de 12. Par conséquent, le KL total est de 24,7. Notons que la pomme de douche est à la pression atmosphérique et que la perte de vitesse est négligeable. L'équation d'énergie pour un volume de contrôle entre les points 1 et 2 se simplifie comme dans l'équation 1. Nous obtenons la relation entre F et V au carré dans le système d'études. Après quelques essais et erreurs, la vitesse est calculée et vaut 2,98 mètres par seconde. Le débit est donc de 0,53 litres par seconde. Lorsque la chasse d'eau est tirée, le flotteur se déplace et ouvre la vanne. L'eau évacuée commence à remplir le réservoir, ce qui entraîne un écoulement parallèle après la connexion en T. Les coefficients de perte de charge et de perte mineure pour la branche de douche ont été déterminés comme étant HL, qui vaut 18,4 mètres, et KL vaut 24,7, respectivement. Les quantités correspondantes pour la branche du réservoir peuvent être déterminées comme précédemment. Pour résoudre l'équation, nous avons deux équations d'énergie, donc trois variables, et une équation de continuité. On a trois équations à trois inconnus, on peut résoudre le problème. Comme d'habitude, nous considérons que l'écoulement est entièrement turbulent pour avoir une estimation du F. Puis, en résolvant cette équation et en reprenant le processus, on trouve une vitesse de V1 qui vaut 5,09 mètres par seconde, une V2 de 2,38 mètres par seconde et une V3 de 2,71 mètres par seconde. Ces vélocités donnent une valeur de débit égale à 0,42 litres par seconde pour l'eau froide de la douche. Par conséquent, la chasse d'eau des toilettes réduit le débit d'eau froide dans la douche de 21%, en passant de 0,53 à 0,42 litres par seconde. C'est ce qui fait que l'eau de la douche devient soudainement plus chaude. Enfin, pour finir ce module, voici l'équation de perte de charge. Gardez-la en tête, nous en reparlerons plus tard dans le cours. Voici ce qui termine notre module 2. J'espère que vous avez bien compris toutes les notions présentées ici. N'hésitez pas à poser vos questions en classe. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.